Bon, alors du coup, je vais faire un petit machin, une petite vidéo spécifique au vitriol. Bon, c'est vrai que j'utilise souvent l'expression vitriol, enfin le mot vitriol, un peu à toutes les sauces, enfin ça a l'air d'être à toutes les sauces, et ben, je me rends pas trop compte que c'est pas forcément compris par tout le monde. Donc c'est bien, merci de m'avoir posé la question, qu'entends-tu par vitriol? Donc bon, on va d'abord détailler chaque lettre. Moi je mets pas toujours un point entre chaque lettre, mais c'est vrai que c'est mieux de mettre un point entre chaque lettre parce que ça signifie qu'on parle du vitriol alchimique. Si on met pas de point, ça veut dire le vitriol, l'acide, quoi. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que le vitriol alchimique, il joue le rôle d'acide en fait. Donc le mot acide, le vitriol acide, il est vraiment très parlant. Maintenant, c'est bien de pouvoir détailler ce que c'est que le vitriol alchimique parce que c'est comme ça que vont se dissoudre du coup les mémoires, les formes inutiles qui ne nous servent plus. Il ne s'agit pas de tout détruire d'un seul coup, il faut en garder. Déjà, le langage, on n'a pas le choix, on est quand même soumis au langage, donc c'est déjà une mémoire, le langage en soi. Donc, bon, après, il s'agit de faire le tri et de plus garder, enfin de plus s'alourdir avec les formes mémoire qui ne nous servent pas ou nous desservent encore pire, quoi. Donc, vitriol, allons-y. Donc, le V veut dire visite, à l'impératif. Le I veut dire intérieur. Je vous donne pas les mots latins parce que autant parler en français. Après, ça viendra les mots latins parce qu'on n'a pas le choix, ils sont imposés. Ensuite, le T, c'est la terre. Le R, c'est rectifie, à l'impératif. Le I, c'est invenire. Là, on n'a pas le choix parce que du coup, trouver, ça serait un T. Mais là, on est obligé de garder le latin qui est invenire, qui veut dire trouver. Pareil pour occulte, ça veut dire cacher. Et pareil pour L, donc lapidem, ça veut dire pierre. Donc V, visite, I, intérieur, T, terre, R, rectifie, I, invenire, O, occulte, L, lapidem. Et donc la phrase qui est tirée de tout cet acronyme, ça veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc ça, c'est un adage de l'alchimie. L'alchimie non opérative, mais en fait, le grand œuvre, c'est une alchimie sacrément opérative. Normalement, l'alchimie opérative, c'est le fait d'être vraiment devant les fourneaux avec la tanore et tout le truc, le four et tout le tintouin, avec le mercure, le sel, enfin tout ce qu'il y a quoi, à utiliser. Il y a aussi l'antimoine, enfin il y a toutes sortes de choses en alchimie opérative. Par contre, dans le grand œuvre d'alchimie, on peut faire de l'alchimie opérative, mais c'est pas obligé. Euh, Ça peut aider parce que d'exercer l'alchimie opérative devant un fourneau, ça permet de conscientiser les mécanismes qui sont inhérents à la matière, donc de persévérer, c'est-à-dire percer et voir, à travers les voiles de la densité, pour voir un peu par ces mécanismes de dissolution, puisque c'est un vitriol, c'est de la dissolution, ce qu'il y a caché derrière la matière en fait. C'est le but de l'alchimie opérative, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a derrière le visible en fait. Mais on peut le faire aussi en n'étant pas opératif, et ça peut être foutrement plus opératif encore. Bon voilà, donc on va examiner de quoi il s'agit vraiment. Donc la visite, l'impératif du verbe visiter, donc moi je dis la visite parce que du coup c'est une observation. C'est l'observation de la terre intérieure littérale. C'est-à-dire qu'en alchimie opérative, on va utiliser des matériaux, comme par exemple le plomb, pour le transformer en or par diverses opérations chimiques, donc scientifiquement concrètes. C'est que c'est vraiment, c'est vraiment de la physique quoi, macroscopique, pour aller vers de la physique de plus en plus microscopique. Le LHC, par exemple, fait de l'alchimie opérative, mais pas avec un four, mais avec un accélérateur de particules. C'est-à-dire qu'il va voir encore plus loin que ce qu'on peut voir avec un four.
C'est aussi de l'alchimie opérative, le CERN, hein. Voilà, le LHC. Donc, du coup, la visite, c'est l'observation de la Terre intérieure littérale, c'est-à-dire pour nous en non opératif, quand on est un alchimiste métaphysique, on va dire, on fait ça sur le corps humain, par la visualisation consciente. Donc le corps humain, c'est l'humus, donc l'humus, c'est la Terre. Humain, ça veut dire humus. Donc en fait, l'humain, ça veut dire la Terre. Voilà. Donc la rectification dans cette observation consiste à séparer le bon grain de l'ivresse. Le bon grain, c'est l'appropriation des mécanismes du réel par l'observation. C'est-à-dire que quand on décortique et quand on observe les mécanismes du réel, on est dans l'observation de l'humus. Bon, moi c'est vrai que je le fais beaucoup avec l'atome, donc je visualise beaucoup l'atome, puisque l'atome est le constituant primordial du corps humain, puisqu'il il est dans la cellule, dans la molécule. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la cellule, à l'intérieur de la cellule il y a des molécules, à l'intérieur des molécules il y a des atomes. Et puis à l'intérieur des atomes il y a des protons. Voilà, etc. etc. Bon, moi je m'arrête au proton parce qu'il y a quand même assez de signifiance avec le proton, mais on peut aller encore plus loin. Donc la rectification, donc c'est séparer le bon grain de l'ivraie. Le bon grain, c'est l'appropriation des mécanismes du réel, et l'ivraie, c'est le déni, puis le refoulement, puis le mensonge social de l'image de soi. Ça, c'est l'ivraie. Et ça crée une ivresse. Parce que du coup, on est victime de nos perceptions qui enclenchent des phénomènes hormonaux qui nous entraînent dans des addictions, qui nous mettent dans l'ivresse. Et c'est livré en fait. On est livré en fait à plein de choses. C'est donc une observation proactive. Et cette observation, c'est l'alliance de l'observation et de la rectification. C'est une observation qui inclut la rectification. C'est pas une observation primaire, c'est une observation majeure. Cette observation, elle est littéralement ce qui rectifie. C'est par le fait d'observer qu'on rectifie en fait. Donc ce n'est ni une observation passive ou stérile dans son efficience, elle n'est pas fataliste, elle n'est pas inquiète, et elle n'est pas remplie d'espérances fantasmées. C'est-à-dire, on voit ce qui est, on constate, et on ne chauffe pas sur ce qu'on constate. C'est-à-dire, on ne chauffe pas, on ne dit pas c'est bien, c'est mal, ça me plaît pas. On constate ce qui est. Voilà. Donc cette observation proactive, elle fait de constater et de contradistinguer les mécanismes réels d'avec les mécanismes du refoulement. Les mécanismes du refoulement, c'est un diabolagne psychologique, c'est-à-dire une diffraction de l'être de l'enfant en fait. L'enfant qui est pur en fait au départ va se diffracter par le refoulement pour se conformer aux attentes sociales, pour pouvoir s'intégrer dans la société qui va le protéger, soi-disant. Bon, on verra ça un peu plus en détail. Donc cela concourt, cette neutralisation-là, enfin cette observation, cela concourt à neutraliser, c'est-à-dire à rendre neutre émotivement, c'est-à-dire à pas chauffer. C'est-à-dire que l'observation neutre, elle neutralise. Et donc elle va neutraliser les mécanismes aliénants et délétères qui sont du fait de la négantropie, d'une négantropie illusoire et inefficace. On le constate, même si on est protégé par la société parce que ça nous produit la capacité à avoir un toit, des habits, de la nourriture, etc., et à se reproduire, avoir les substrats, les structures de la reproduction, donc de la survie de l'espèce, malgré tout, ça ne nous empêche pas d'être malheureux, d'être malade et de mourir. Donc finalement, cette négantropie, c'est une illusion inefficace. Donc ces mécanismes aliénants sont issus du programme de survie de l'espèce. Donc neutraliser la forme, en fait, donc le vitriol, c'est neutraliser la forme, ça consiste à faire la différence entre les mécanismes réels et les mécanismes aliénants qui sont délétères du programme de survie de l'espèce. On va voir un peu plus loin à quoi sert le programme de survie de l'espèce, puisqu'il ne sert pas à abolir la souffrance ni la mort, il sert à autre chose. Donc ce programme et ces sous-programmes de survie de l'espèce consistent à créer des Sims sociaux qui vont contribuer, et en même temps qu'ils y contribuent, ils vont bénéficier, c'est du donnant-donnant,
de la sécurité sociale pour la survie globale de l'espèce humaine. Et cette survie globale de l'espèce humaine, elle participe au renforcement cyclique du substrat matériel, qui est le corps humain, dans lequel le Verbe a toujours pour but de s'incarner depuis le début. C'est-à-dire que dès qu'il y a une première diffraction du vide vers le proton va se déployer la volonté d'harmonie, et ensuite du proton vers le nuage électronique va se déployer une diffraction de la volonté d'harmonie qui va entraîner le chaos et l'entropie. Donc forcément, après, l'espèce humaine, pour survivre à cette entropie, elle va surseoir avec des palliatifs qui vont lui permettre de malgré tout assurer une survie globale de l'espèce humaine durant des cycles et des cycles. Voilà. Sri Aurobindo, il avait bien appuyé sur le fait que le but du Brahman, c'est de s'incarner dans l'homme pour que l'homme et le Brahman, à un moment donné, arrivent à ne faire qu'un. C'est ce que la doctrine supra appelle l'homme nouveau, c'est ce que Jung appelle aussi la totalité de l'homme futur, et on peut en trouver encore plein d'autres formulations de diverses doctrines. Donc je dis également que la doctrine de la psychologie des profondeurs est également un dogme, tout comme la doctrine de Freud est aussi un dogme. Parce que la doctrine de Freud, elle sert à renforcer l'image de soi. Elle fait partie de la psychologie et du développement personnel, donc en fait. Et puis après, on va un petit peu plus loin avec Jung, parce qu'avec Jung, on passe dans du transpersonnel, donc on va pouvoir aller vers l'immanence et la transcendance. Ça, on le verra un peu plus loin. Donc même si Jung il va un peu plus loin que Freud, ça reste quand même de la doctrine malgré tout. Donc le but du vitriol, c'est pas la préparation à une vie immortelle immatérielle, par le moyen d'une vie modérée par le moralisme des surmois religieux ou spirituels. C'est-à-dire que si t'as été gentil, t'iras au paradis. Si t'as été méchant, t'iras en enfer, quoi. je la fais courte. Mais bon, après, dans le New Age ou dans toutes sortes de traditions diverses et variées, on a toujours cette trame-là, en fait. Hein. Donc, bon, c'est pas la peine d'explorer davantage. On sait qu'on retrouve ça partout. Bon, bien au contraire, au lieu de préparer à une vie immortelle immatérielle, il y a de nombreux cycles évolutifs dont le but est d'amener le corps humain à être un capaciteur pour une captation des bombardements radioactifs du vide. Ce qui n'est pas facile, parce que le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Bon, au départ. Cette volonté d'incarnation du Verbe qui émane du vide, c'est la pierre occulte. C'est le secret qui se crée par évolution, par les cycles, qui est caché dans le centre de l'homme, dans le noyau originel, dans son identité avec. C'est pas l'identité sur la carte d'identité, c'est l'identité avec, c'est le fait d'être identique, donc son identité avec l'esprit qui émane du vide. L'esprit avec un grand E, bien sûr, puisque l'esprit, c'est le mouvement de l'énergie qui émane du vide. L'énergie étant au départ immobile, le vide est immobile, mais il y a un déploiement qui est l'esprit, qui fait que c'est une volonté qui se déploie, et c'est une volonté intelligente, qui a tout en fait. C'est une volonté qui est intelligente, et qui se déploie dans l'amour. Et c'est pas en fait un amour tel qu'on peut le définir de toutes sortes de manières, c'est un amour du coup attraction-répulsion électromagnétique. Parce que le déploiement des forces faibles et fortes d'interaction nucléaire, au départ, c'est les premières forces qui après entraînent l'électromagnétisme, c'est attraction-répulsion. Donc c'est ça l'amour en fait. À la base, l'énergie du vide qui est immobile, qui se déploie par un mouvement, donc par l'esprit. L'esprit, c'est le mouvement de l'énergie immobile qui devient mouvante, donc e-motion. Et donc c'est la première e-motion, c'est la première diffraction, donc qui va du vide au proton. Et donc ça, c'est la première émanation, donc l'esprit, c'est le premier esprit du vide. Et ça, du coup, ça va se diffracter ensuite et produire plein de sous-programmes qui sont des programmes de chaos. Et donc, j'en étais où? Donc, cette volonté d'incarnation du verbe qui émane du vide, c'est la pierre occulte, le secret qui est caché dans le centre, le noyau originel de l'homme,
dans son identité, oui, donc c'était ça, dans son identité avec l'esprit qui émane du vide. Alors, pourquoi j'ai mis son identité avec l'esprit? Bon, ça s'est écrit comme ça. Je me suis dit, j'aurais dû mettre son identité avec le vide, mais c'est l'identité avec l'esprit qui s'est inscrite, parce que, en fait, j'y ai réfléchi en instantané, et je me suis dit, oui, non, ça va, parce qu'en fait, si on s'identifie, si on est en identité avec le vide, on est dans la vacuité, et c'est pas le but. Parce que si on est dans la vacuité, on n'a plus qu'à se dissoudre et puis retourner au Brahman, hein, puis c'est tout. Et comme c'est pas le but du Brahman, il faut être en identité avec l'esprit, en fait, c'est-à-dire qu'avec le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut être dans le mouvement de l'incarnation. C'est-à-dire que si on s'identifie avec le vide, on arrête de bouger et puis on se dissout. Si on s'identifie avec l'esprit, on continue à bouger, on s'incarne et on continue le processus. Voilà, donc c'est vraiment une nuance importante. Donc cette volonté en action, c'est l'esprit, c'est le mouvement du programme protonique primordial d'harmonie qui bombarde en permanence. Mais ce programme-là, sans le vitriol, nous ne sommes pas en capacité de le capter. On est totalement interféré par les sous-programmes de la survie de l'espèce. Ça nous occupe totalement l'esprit, enfin l'esprit avec un petit e, et puis on est totalement focus là-dessus, sur ce qui en émane, c'est le besoin de validation de l'image de soi pour pouvoir rester intégré à la sécurité sociale. Donc ce programme qui a été placé par une erreur nécessaire, parce que cette erreur était donc la préparation du substrat humain à capter de plus en plus facilement l'énergie du vide, l'esprit, a été placée tout en haut de la pyramide de Maslow par les gens qui ont essayé de formaliser les écrits de Maslow. Donc ils ont construit une pyramide et ils ont mal compris ce qu'avait écrit Maslow, et ils ont mis tout en bas les besoins physiologiques, ensuite les besoins sociaux, ensuite les besoins psycho, c'est-à-dire d'image de soi valorisante, etc., mais qui concourent aux besoins sociaux. Enfin, ces deux-là sont interdépendants et ils basculent tout le temps, donc dans la pyramide. Et ensuite, il y a les besoins de réalisation. Et les besoins de réalisation correspondent à l'immanence et à la transcendance. Donc ça a été mis tout en haut, alors qu'en fait, Maslow, il l'avait mis en bas. Donc dans la prochaine étape de l'individuation, qui semble s'amorcer, vu les informations qui sont en capacité d'être capturées par l'homme, cette étoile-là, enfin je mets étoile entre guillemets, qui siège tout en haut de la pyramide de Maslow, elle va redescendre au milieu des besoins physiologiques de base, tel que Maslow l'avait visualisé. Donc cette étoile, c'est la pierre occulte du vitriol, qui autrefois était presque inatteignable, puisqu'on l'avait mis par nécessité, on l'avait foutu à l'extérieur. Non, c'est un truc, la transcendance, des fois oui, des fois non. Enfin, il y en avait qui arrivaient à se diriger vers, mais quant à l'atteindre, c'était quand même compliqué. Donc voilà. Où est-ce que j'en étais? J'ai dû monter, et du coup j'ai loupé. Voilà, c'est ça. Donc cette étoile, c'est la pierre occulte, autrefois presque inatteignable, qui redescend à la base de l'éducation des individus de la société. Donc ça, c'est pas encore fait. Ça va se faire. Alors si vous voulez quelque chose là, c'est quelque chose de futur. Parce qu'actuellement, c'est pas dans l'éducation. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, il n'est pas question d'immanence et de transcendance. C'est pas d'actualité. Mais ça va s'installer. Ça va s'installer, et puis donc du coup je vois vraiment comment ça va s'installer. Ça va pas d'abord s'installer dans les manuels scolaires, ça c'est clair, mais ça va s'installer dans des systèmes éducatifs un petit peu virtuels qui sont de type open source, c'est-à-dire qui n'ont aucune structure d'école ou quoi que ce soit, donc aucun pignon sur rue, aucune comment c'est le mot, aucune structure en fait qui permettrait d'installer une doctrine. C'est-à-dire que ça va être une éducation qui peut émaner d'individus, mais qui va être appropriée par d'autres individus de façon autonome. Et il n'y aura pas de suivi ou de carotte ou de bâton sur ce truc-là, quoi. Ce sera vraiment une éducation super virtuelle
évanescente, en filigrane, où il y aura aucun contrôle, quoi, de rien ou de personne sur personne, quoi, en fait. Après, peut-être ça sera récupéré par l'éducation officielle, politique, et on pourrait arriver sur des trucs du type de la dystopie qui s'appelle Equals. Je vous invite à voir ce film qui est intéressant. Et là, c'est vrai qu'on peut basculer sur de la doctrine scientifique qui est enseignée à l'école. Parce que dans Equals, c'est ça, c'est que quelque part dans Equals, la science a tellement progressé qu'on a quand même quelque part intégré l'immanence et la transcendance dans Equals. C'est pas forcément dit textuellement, mais enfin moi je l'ai perçu, quoi. Donc voilà. Bon, après il y a toutes les dérives que ça peut entraîner. Equals c'est très intéressant pour ça, parce qu'il ressemble à Fahrenheit 451, Equals. Ça ressemble vraiment à Fahrenheit 451, qui est un excellent film, un très vieux film, mais qui est excellent. Et je dirais que Equals, c'est Fahrenheit 451, un peu plus modernisé par la science, quoi, en fait. Du fait des avancées scientifiques, quoi. De notre capacité à voir l'invisible aujourd'hui avec des appareils qui le voient. Parce que nos yeux ne le peuvent pas. Donc où on était éducation des individus de la société. Ouais, voilà, Equals, quoi. Ça peut basculer dans l'éducation politique. Donc cette pierre occulte, elle est le verbe qui se fait chair par le vitriol. Le vitriol, c'est la conscientisation de la pierre occulte. Le vitriol, lorsqu'il est vu et compris, va être utilisé régulièrement dans l'intensité du quotidien. Alors, évidemment, c'est préférable qu'il le soit de manière autonome par des individus qui n'en parlent pas, qui n'en font pas forcément l'étalage, même s'ils peuvent en témoigner pour encourager d'autres à utiliser les outils du vitriol, parce que c'est ça le but en fait. Mais c'est vrai que basculer sur des écoles, c'est un petit peu dangereux. Et bon, après, est-ce que c'est souhaitable d'aller sur un truc comme Equals, de politiser la science du vitriol, enfin l'outil du vitriol? Je sais pas. J'explorerai cette histoire. Je sais pas. J'en doute parce que quand j'ai vu Equals, j'ai compris qu'il y avait quand même des limites au fait de rendre officiel un outil qui est censé être individuel. Donc on peut basculer aussi dans un film qui s'appelle... Comment c'est déjà? Zut. Si je m'en rappelle, je le mettrai en bas de la vidéo, dans la description. Un film qui est très bien aussi. C'est en fait une dystopie où tout le monde a été modifié avec une substance chimique qui empêche de voir les couleurs. Ça va peut-être me revenir le titre des coups en disant ça. Ça empêche de voir les couleurs, donc personne ne voit les couleurs, sauf certaines personnes qui sont insensibles à la modification biochimique de ce médicament qui est donc censé contrôler la population pour l'empêcher de voir ce qui est réel en fait. Bon, c'est une métaphore hein, de ne pas voir les couleurs. C'est pour empêcher de voir l'invisible en fait. Et c'est quoi déjà le titre? C'est avec Nick Nolte, je crois, qui est le grand sage, qui est le seul censé voir les couleurs. Et puis il a des disciples, d'abord une fille qui voit aussi les couleurs, donc il va lui apprendre à se servir de cette capacité. Et puis après elle pète un câble et du coup elle est comme elle pète un câble, c'est trop d'informations pour elle, elle n'est pas capable de le supporter, elle va être écartée. Je crois que c'est l'écartement. Alors l'écartement dans cette société, je crois qu'il y a Katie Holmes qui joue dedans. Je sais pas si elle s'appelle Katie. Elle s'appelle Holmes, ça a été une des femmes de Tom Cruise. Je crois que c'est Katie Holmes. Et elle fait la mère de celui qui succède à la fille disciple. Et donc elle essaie de contrer son fils parce que son fils il voit des couleurs et elle est paniquée. En fait c'est pas vraiment son fils hein, parce que dans cette société là les enfants sont incubés dans des trucs où il y a des
il y a des femmes qui ont pour rôle de donner des ovules et puis ensuite, du coup, voilà. Mais les enfants ne naissent, enfin ne sont pas incubés dans des utérus, mais dans des utérus artificiels. Et après, ils sont placés dans des familles. Donc en fait, Katie Holmes, elle est la mère d'un enfant qui n'est pas son enfant. Mais bon, elle s'y attache quand même et elle s'en occupe, quoi. Et ça lui pose un problème de voir que son enfant est divergent et qu'il voit les couleurs et que c'est pas normal, etc. Donc elle fait vachement de contrôle sur son fils. Elle le surveille, elle essaie de le contrôler, de le manipuler. C'est un truc infernal. Et à la fin, quand même, bon, il se passe des choses très intéressantes, mais voilà. Et donc ce jeune homme finit par succéder à cette fille qui a été écartée. Écartée, ça veut dire t'es brûlée, t'es incinérée, quoi. Mais dans ce qui est présenté dans ce film, ceux qui dirigent la société présentent l'écartement comme l'immortalité, le nirvana, tout ça. Enfin, les gens, ils aspirent à l'écartement. Ah oui, c'est juste une incinération, quoi. Donc, du coup, la première disciple de Nick Nolte, elle est brûlée, donc incinérée, et elle est remplacée par ce petit jeune homme qui donc a été découvert comme voyant les couleurs. Donc il va à son tour être formé un petit peu comme dans ce truc là où il y a un mec qui s'appelle Socrate, de Dan Millman, le guerrier pacifique. Voilà, c'est un petit peu sur ce modèle là, donc maître et disciple. Et vraiment, il y a le pattern de Socrate et de Dan Millman, qui est le même que de Nick Nolte avec le jeune homme qui voit les couleurs. Et donc, il y a un truc très intéressant qui se passe entre les deux. Et donc, le gamin, il développe sa faculté à voir les couleurs et à en faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas simplement voir les couleurs pour voir les couleurs. C'est comme le vitriol. Il ne faut pas voir les mécanismes du réel pour juste voir les mécanismes du réel. C'est qu'il faut les intégrer dans la matière, quoi. Il faut s'en servir. Et c'est là que quelque part, il y a des choses à apprendre qui sont de l'ordre de l'intégration. Voilà. C'est-à-dire que on va incarner ça dans le quotidien. Bon, là, je fais un peu de digression. On va revenir au truc. Donc, l'histoire, c'était l'éducation des individus de la société. Ouais. Donc, ça me faisait penser à Equals et donc à ce film aussi. Parce que les deux films traitent de ce sujet-là, de l'éducation des individus. Alors, le film dont j'ai pas le titre là, c'est pour les contrôler, et dans Equals, ça serait pour les libérer, mais ça les contrôle encore, quoi. Voilà. Donc, cette pierre occulte, autrefois inatteignable, redescendue à la base dans l'éducation des individus, donc dans les besoins physiologiques, c'est le verbe qui se fait chair par le vitriol, la conscientisation de la pierre occulte. Donc le vitriol, j'avais déjà dit ça, le vitriol, lorsqu'il est vu, compris, est alors utilisé régulièrement dans la densité du quotidien. Donc ça, je pense que je ferai des vidéos, puis on en fera des tonnes, tous les gens qui vont se familiariser avec l'outil du vitriol, ils vont se mettre à parler, hein. Donc ça, l'utilisation régulière du vitriol dans la densité du quotidien, c'est quelque chose qui va être de plus en plus parlé. Parce que pour le moment, on découvre l'outil de l'observation, de la neutralisation des formes qui découle de l'observation. Donc, avec l'outil vitriol, on neutralise les formes inutiles et retardataires et délétères. Donc, c'est un truc qui va se répandre de plus en plus, parce que de plus en plus de personnes vont utiliser l'observation par la conscientisation, donc des mécanismes de l'esprit, et voyant les mécanismes de l'esprit, on va petit à petit, les uns et les autres, découvrir comment on applique ça de manière créative, comment est-ce qu'on est créative. C'était l'intelligence créative dans le sujet qu'avait proposé Jean-Claude dans One Hour Supramental. C'est donc comment est-ce qu'on utilise l'observation des mécanismes de l'esprit pour en faire quelque chose d'utile, d'efficient dans la matière. Voilà. Et là, c'est un sujet absolument extraordinaire, quoi. Donc cela permet au verbe de se faire chair, tout ça, dans le corps humain, qui a donc, par le vitriol alchimique, développé, alors ça c'est du futur, hein, mais on est en train, qui a développé des transistances électriques. Les transistances, ça fait très longtemps que j'en parle, par intuition. Je commence un peu à
comprendre ce que ça peut être, tout en que ça reste assez nébuleux, parce que je comprends pas encore les mécanismes de l'électricité et j'ai pas chopé encore le vocabulaire qui est intéressant et qui est efficient pour comprendre les mouvements de l'électricité. Donc ça, c'est encore un truc à explorer. Mais en attendant, on peut quand même comprendre que ces transistances, c'est donc des résistances transistors. Déjà, ça vous fait des transistors résistants qui permettent une conduction de l'énergie radioactive du vide. Et ces transistances électriques, c'est des capaciteurs. Donc ben ça, c'est des termes qui vont être à explorer pour pouvoir les utiliser comme des outils vraiment opératifs. Voilà, des outils opératifs. C'est de l'alchimie opérative, là, en fait, parce que ben, la visualisation consciente des mécanismes de l'électricité et de toutes ces ramifications, enfin, de tous ces rouages, en fait, parce que l'électricité a des rouages qui sont complexes, qui ont des conditions sine qua non, enfin, des tas de trucs qui sont quand même... qu'il faut savoir, je pense. Parce que si on ne les sait pas, ben, on fait obstruction. C'est-à-dire qu'on empêche la conduction de l'énergie du vide. Donc, du coup, on bloque le phénomène, le processus d'individuation dans son aspect opératif. C'est-à-dire qu'on va parler d'individuation de manière métaphysique, philosophique et tout, mais on ne fait pas le boulot quoi, dans l'intégration du corps. Quoi. Donc, c'est pas opératif. Oui, je dis que je prends souvent l'étalon des rayons gamma, c'est-à-dire la comparaison avec les rayons gamma, parce que les rayons gamma, avec par exemple la bombe H, entre autres, la bombe H, c'est moins puissant encore que les rayons gamma, mais les rayons gamma, c'est ce qu'il y a de plus puissant au niveau radioactivité, et ça dissout tout, quoi. C'est un vitriol immédiat, quoi, donc c'est pas très intéressant. Mais en fait, c'est pour expliquer, pour appuyer sur le fait qu'il y a vraiment une difficulté à effectuer le travail de G-réalisation. C'est pour ça que je mets réalisation avec le G devant, parce que j'aime bien utiliser la comparaison du rayon gamma pour dire que c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment un défi qu'on a à relever pour laisser passer, donc pour capacité l'induction de l'énergie du vide, qui est radioactive. Et donc, l'étalon gamma, ça nous dit que, voilà, quoi, c'est quand même pas simple, quoi. Parce que l'étalon gamma, ça fait une combustion. Ça fait une combustion, voilà. Par contre, nous, dans l'appropriation des lois de l'énergie, de l'esprit, on va plutôt aller vers une supraconduction, pas une combustion. La combustion, c'est un effet de chaleur, et la supraconduction, c'est un effet de froideur. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et donc la modulation de fréquence, par exemple, c'est un effet de froideur. La modulation de fréquence, c'est la stabilisation de gravité quantique. Donc la gravité quantique, c'est la vitesse de gravitation du nuage électronique autour du noyau. Donc c'est ça. Donc, et ça a à voir avec la psychologie, parce que plus on ralentit l'émotivité par le vitriol, plus on va ralentir aussi la gravitation, la vitesse de gravitation autour du noyau, du nuage électronique. Donc c'est cette neutralisation des mémoires qui sont contenues dans les électrons qui vont ralentir et donc qui vont refroidir. Donc on va commencer à rentrer dans des états de supraconduction, c'est-à-dire d'amoindrissement de la densité. Parce que la densité, elle est le fait de l'échauffement de l'énergie sur une surface, du frottement. Et le frottement donne de la lumière. La chaleur donne de la lumière, de la fausse lumière. On ne parle pas de la lumière comme quand on met un L majuscule pour dire c'est la source. C'est vraiment la lumière photon. Et la lumière photon, c'est le résultat du frottement de l'énergie sur une surface qui est l'espace-temps. Donc ça, c'est de la chaleur. Et donc plus il y a de la chaleur, plus il y a de la densité. Moins il y a de la chaleur, donc moins il y a de l'émotivité, moins il y a de la vitesse dans le nuage électronique. Donc quand on va par le vitriol et la neutralisation des formes inutiles qui sont liées à l'émotivité, qui entraînent l'émotivité, donc on va diminuer l'émotivité, donc on va diminuer la vitesse de gravitation du nuage électronique qui contient les mémoires.
Et du coup, ben, on va forcément éthériser, parce que éthériser, ça veut dire refroidir les corps humains, et on va perdre de la densité. Ce qui peut nous amener à des états de supraconduction intermédiaires qui peuvent à terme aboutir à des capacités telles qu'elles sont relatées dans le livre La vie des maîtres. C'est-à-dire une capacité à... comment dire ça? À donc dédensifier la matière, donc du corps par exemple, pour la rendre quasiment, enfin invisible. Alors c'est pas dans le sens magique du terme invisible, c'est dans le sens physique. Je vous invite pour aller voir ça, pour comprendre ça, à aller voir tout ce que vous pouvez trouver qui vous appelle, qui vous parle sur la supraconduction. Parce qu'il y a beaucoup de documentaires là-dessus. Donc quand vous aurez compris ce que c'est que la supraconduction, qui est un phénomène qui est avéré, filmé, tout ça, enfin voilà. D'ailleurs, il y a des trains qui il y a des trains au Japon, je crois, ou en Chine, je sais plus, qui sont mus par le phénomène de la supraconduction. Donc ils sont en lévitation en fait, ils lévitent. Et donc c'est un espèce de courant électrique froid qui permet au train de circuler sans frottement sur un espace vide. Et donc ça fait appel à la technologie de la supraconduction. Donc l'être humain, c'est ce que faisait Jésus de toute façon, l'être humain sera capable certainement un jour, non seulement aujourd'hui c'est le cas, de maîtriser la supraconduction des corps tels que les métaux ou autres, donc c'est le cas aujourd'hui, mais un jour il serait certainement capable de le faire sur son propre corps. Et c'est ce qui est donc relaté dans le livre La vie des maîtres, qui peut paraître quand on lit une fantasmagorie, mais aujourd'hui, du coup, au niveau scientifique, avec la supraconduction, on se rend compte que c'est tout à fait envisageable, quoi. Voilà. Donc, cette conscientisation par le vitriol rendra l'être humain graduellement capaciteur de la puissance qui est bien plus forte que les rayons gamma. Les rayons gamma ne sont qu'une émanation de l'énergie du vide, donc de l'esprit. Il en résultera dans la prochaine évolution que cette descente de la pierre occulte dans l'éducation des sociétés sera connue et intégrée à la société. Et donc c'est l'Apocalypse 21, verset 3 du Nouveau Testament, de l'Apocalypse de Jean, donc, qui dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc ce verset, il s'inscrit dans la vision de la Nouvelle Jérusalem qui est Sion, en fait, la Sion céleste. Donc céleste, ça veut dire que c'est pas la Jérusalem qui est en Israël, mais c'est une Jérusalem qui est à l'intérieur de chacun de nous. C'est-à-dire, c'est le chi du Tao. C'est le chi du Tao, en fait. C'est l'énergie du vide. Cette Nouvelle Jérusalem-là, le Sion, le vrai Sion véritable. Alors moi, j'aime bien le mettre partout parce que le Sion, il est presque à la fin de tous les mots. Remarquez ça, franchement. Il est à la fin de tous les mots, quasiment. Je dirais 80% des mots de la langue française se terminent par sion. Si c'est pas un signal bip, 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 regardez, regardez, bip, bip, je suis là. Voilà. Et sion, ça veut dire la paix. Mais le chi, en fait, c'est l'énergie du vide, donc c'est l'immobile. Donc forcément, dans l'immobile, il y a la paix, quoi. Il n'y a pas le chaos. La paix et le chaos, c'est deux antonymes, quoi. Donc s'il n'y a pas le chaos, il y a la paix. C'est simple, voilà. Et donc, cette nouvelle Jérusalem, Sion, qui est la Jérusalem céleste, donc le ciel, il est dans le noyau atomique, en fait. Donc c'est où Dieu vient demeurer directement avec les humains. Donc évidemment c'est métaphorique, hein, Dieu qui vient demeurer directement avec les humains. C'est en fait, ça veut dire que les humains sont des capaciteurs à capter les énergies du vide. Et ça veut dire ça, Dieu est avec les humains.
Et donc ça efface toute séparation entre le divin et l'humain. Mais le divin, c'est l'énergie du proton. Voilà. Alors si on décompose par exemple la sonorité du mot divin, c'est le 1 qui est divisé. C'est-à-dire c'est l'esprit. L'esprit, c'est déjà le premier diaboline, mais c'est un diaboline super pur parce que c'est la première division du 1, c'est-à-dire le 1 qui se met en mouvement. Donc ça efface toute séparation entre le divin et l'humain, et cette vision correspond tout à fait à celle de Sri Aurobindo qui est le Brahman incarné dans l'homme. Voilà. Donc je mettrai le texte que j'ai partagé sur Facebook, qui est bien plus succinct que tout ce que je viens de vous dire, parce que du coup je l'ai illustré. Le texte, je l'ai illustré en parlant, mais donc vous aurez quand même un truc un peu plus succinct en description de la vidéo. Voilà.